Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de notre série d'interviews. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir l'architecte Jean-Pierre Minost, architecte français, aujourd'hui à la retraite. Eh bien, il a longtemps œuvré en Côte d'Ivoire durant les années allant de 1956 à 70. Eh bien, après toutes ces années riches en projets et en expériences, il décide de rentrer, diriger son agence parisienne DLM aux côtés de son premier collaborateur, Michel Ducharme, l'un des piliers de cette agence récemment disparue. Et aussi, vous connaissez certainement l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les 220 logements d'Adjamé et également les tours Sainte-Marie de Cocody. Eh bien, ce sont d'innombrables projets qui ont été réalisés par cette agence au cours de cette période. Vous suivez cette interview avec Yacouba Doucouré et c'est sur Archigénie Afrique. Bonjour Monsieur Minos, Bonjour, vous allez bien? je vais bien, Merci d'avoir accepté notre invitation. mais c'est bien normal. Et c'est un plaisir d'être là avec vous. Alors, juste pour rappeler, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Eh bien, je suis Jean-Pierre Minost, je suis architecte, à la retraite maintenant, depuis une vingtaine d'années, même plus que ça. Mm. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, et à Abidjan en particulier. Alors, pendant les années 60, vous arrivez en Côte d'Ivoire en tant que jeune architecte et vous travaillez aux côtés de Michel Ducharme. Alors, comment est-ce que vous faites la rencontre de ce territoire-là? La première fois que vous arrivez? La première fois que j'ai rencontré Michel Ducharme, Oui, ça c'était un peu drôle parce que on est du même atelier Baudouin aux Beaux-Arts, mais je l'ai pratiquement pas connu à l'atelier même. Et le plus ancien souvenir que j'ai de lui, c'était dans les confins du Léon en Espagne, en Castille-Léon. J'étais parti avec un camarade d'atelier, avec des grands carnets de croquis, parce qu'on partait tous faire des croquis pendant l'été. Et après notre tour de Castille, Ségovie, Avila, etc., Tolède, on arrive dans ce Castille-Léon qui est très sauvage, et on voit le bâtiment qu'on voulait venir dessiner. C'était une église, mais mozarabe, avec beaucoup de réminiscences musulmanes. mm, Et alors, bon, elle était allée au fond de la vallée, à des kilomètres, et on s'approche, et plus on s'approche, on voit un petit point blanc qui était devant. Et on s'approche du petit point blanc, et c'était Michel Ducharme qui, comme nous, était en train de dessiner, enfin, comme nous, mm. qui était en train de dessiner l'église de San Miguel de Escalada. C'est le plus ancien souvenir que j'ai de Michel Ducharme, parce que le suivant, je crois que c'est quand j'ai débarqué à Abidjan en novembre 1957, à la suite d'une annonce qu'avait mise Michel Ducharme à l'agent, à l'atelier Baudouin, et j'avais répondu favorablement. Et j'ai donc débarqué à Abidjan en novembre 1957. D'accord. Normalement pour un séjour que j'estimais à quelques mois. Ouais. Et qui s'est prolongé parce que à la fin de l'été 58, Ducharme est parti en vacances avec femme et enfants et m'a laissé l'agence alors que je n'avais aucune expérience. J'avais l'expérience du dessin d'architecte qu'on m'avait appris aux Beaux-Arts, que j'avais complété plus ou moins en travaillant à droite à gauche et en sein des anciens de l'atelier. Mais de gérer une agence, la comptabilité, le secrétariat, les relations avec les clients, tout ça, j'en avais aucune idée. Lorsque vous arrivez dans quel contexte? Parce que je rappelle qu'en séquentiel, nous sommes dans la période post-indépendance. Alors, vous arrivez dans quel type de contexte? Écoutez, c'était, je dois dire, c'était le moindre de mes soucis à côté de tout ce qui m'était tombé sur la gueule avec la gestion de l'agence. Parce que on peut donner, enfin surtout après, quelques années après, quand j'ai pris la direction du cabinet à Abidjan, j'ai eu à faire face à je ne sais combien simultanément de chantiers, il fallait des dossiers qui arrivaient de Paris assez bien ficelés, les permis de construire, il fallait suivre la démarche du permis de construire, il fallait ensuite lancer l'appel d'offres avec les dossiers de consultation qui nous arrivaient de Paris. D'abord découvrir ces dossiers pour que je les connaisse un petit peu. Lancer les consultations,
analyser les offres, faire passer les marchés avec les entreprises, ensuite suivre les travaux, et puis réceptionner les travaux, etc. Et tout ça mêlé à la comptabilité et la recherche de nouveaux clients. Comment est-ce que la culture ivoirienne a-t-elle influencé votre approche architecturale? Eh bien, écoutez, d'abord, j'étais assez mêlé à la population ivoirienne parce que à ce moment-là, j'habitais pas aux 220 logements, mais enfin, les 220 logements étaient même pas construits en 57. Quand je suis arrivé en 57, le premier souvenir que j'ai de l'agence, c'était Badani qui était en train de négocier avec les entreprises les marchés pour passer la construction des 220 logements. Mmh. Et j'ai un très bon souvenir, c'était une très bonne leçon d'architecture, la discussion avec les entreprises. Mais concernant celle des 220 logements, on parlait de ça justement hier, vous avez dit que vous avez habité ce logement-là. J'ai habité ces logements-là une fois qu'ils ont été construits, c'est-à-dire à mon retour à Abidjan 2 ans après. Mmh. Les 220 logements étaient construits, très bien. Et j'ai habité les 220 logements et ça m'a appris à vivre avec la population, à me rendre compte des quelques problèmes qui pouvaient se nouer dans cette grande cour qui réunissait 220 logements. Et en particulier le bruit que faisaient Le pilon les et... femmes qui pilaient le mil dans leur cuisine, chacune de son côté. Alors que Badani avait prévu des dalles flottantes dans les cuisines, mais ça suffisait pas. Il y avait un bruit continu de faire du bruit. Et c'est à cause de ça qu'on a construit en vitesse des abris à piler dans la cour. C'était beaucoup mieux parce que les femmes, au lieu de piler chacune de son côté, pilaient ensemble et en chantant, c'était en dansant et c'était beaucoup mieux. Pour vous, pendant ces années que vous avez passées à Abidjan, quels sont les projets emblématiques sur lesquels vous avez travaillé? Oh, sur lesquels j'ai travaillé, je me souviens d'un collège à Bobo, d'un collège à Mbayakro, je crois, les chantiers des 220 logements. Mais comme études, il y avait les études les plus intéressantes que Michel Ducharme avait nouées avant son départ, ça commençait à se passer à Paris. Donc le marché de Bouaké, je pense déjà, on commençait à en parler. C'était pas sous ma responsabilité, c'est à Abidjan. Vous avez quand même utilisé quelques matériaux locaux dans vos projets. Est-ce que vous vous en rappelez? Je me souviens surtout des logements qu'on a fait pour les plantations industrielles d'EVA. Mais c'était quelques années après, c'était pas dès la première année, ça. Mmh. On a beaucoup utilisé. On s'est rendu compte qu'il y avait une main-d'œuvre qui était disponible. C'était les ouvriers des plantations eux-mêmes qui, pendant la saison des pluies, par exemple, ne pouvaient pas travailler dans la plantation. Il n'y avait rien à y faire. Par contre, ils pouvaient construire les logements. Et on a donc j'ai conçu des logements à base de parpaings de terre. On raclait la latérite qu'il y avait sur les pistes et dans les fondations même du village. Et on enrichissait ça avec un petit peu de ciment. On avait fait des essais au laboratoire auparavant. Et on avait des blocs qui étaient assez lourds, à vrai dire, puis ils étaient pleins, qui pouvaient être montés par les ouvriers des plantations. Il était dirigé par un chef de chantier qui, sans doute, avait fait un petit peu de bâtiment avant, parce que j'avais à peine à se conseiller, il avait tout compris. Et on s'est rendu compte, surtout, une fois les logements terminés, que le parpaing de terre, c'était un matériau extraordinaire pour la qualité du confort qu'il donnait. Il n'avait rien d'imperméable, il restait un petit peu poreux, il absorbait trop d'humidité, puisque le gros problème en pays tropical humide, c'est l'humidité. Parlant de ça, est-ce que, étant dans un pays chaud, comment vous avez pu adapter vos constructions aux conditions climatiques locales? D'abord en se faisant très attention à la ventilation naturelle qui, heureusement, pendant toute l'année, sauf en saison des pluies, bien sûr, est un vent qui vient du sud-ouest. Et au rayonnement solaire qui, lui, le soleil passe pratiquement à la verticale,
tantôt un petit peu plus au nord, tantôt un petit peu plus au sud, puisqu'Abidjan est à 5 degrés nord de l'équateur. Et donc, il ne s'agit pas d'exposer les façades au soleil directement, parce que les matériaux ordinaires les plus classiques qu'on utilisait à l'époque, c'était les parpaings de ciment qui, eux, risquaient d'accumuler la chaleur pendant la journée pour la restituer pendant la nuit. Et le tout était d'arriver à combiner l'orientation du soleil et l'orientation à la ventilation. Et vous remarquerez sur des plans d'ensemble dont on a fait par la suite avec la Sicogie, avec qui on a construit la plupart de nos logements sociaux, qu'on faisait très, très attention et on voyait tout de suite d'où venait le vent et d'où venait le soleil. Et aussi, j'ai lu dans la revue Architecture française que vous utilisez beaucoup du coffrage pour essayer de donner un caractère au bâtiment. Et c'était des coffrages à partir de feuilles de palmier, de nattes. Et vous avez aussi sculpté des éléments par des artistes locaux. Et ces éléments-là étaient coffrés dans des bâtiments que vous avez réalisés. Par exemple, il y a le projet de la présidence de la République au Oui, plateau. oui. C'était pas n'importe quel projet, comme vous le Ouais. disiez, c'était pour la présidence de la République, parce que ces coffrages pour réaliser du béton armé destiné à rester nu coûtaient relativement cher, même si c'était des nattes, souviens, dans lesquelles on incorporait sous des sculptures, par exemple des portes Sénoufo, qu'on trouvait au musée de l'IFAN. On en faisait une copie, heureusement. On ne servait pas de l'original. Ouais. Mais c'était quand même réservé à des constructions un peu exceptionnelles, comme le Conseil d'État, qui a été occupé par le président de Nice par la suite, qui à l'origine, je pense, était destiné au président Houphouët. Oui, c'est ça. Justement, parlant de ça, est-ce une identité que vous voulez transmettre à ce projet-là, justement, en essayant de faire des coffrages pardon, qui rappellent un peu ces motifs africains? Oui, ça se fait avec plus ou moins de moyens, avec ces coffrages, comme vous dites, pour le Conseil d'État. Mais pour les villages de plantation d'EVA, c'était des simples peintures sur les façades. Le logement d'Anguédédou. Les logements de Languy-des-Doux et les logements de la SAPH, Société africaine de plantation d'EVA, où on avait tous ces panneaux qui se suivaient, qui risquaient d'être un peu lassants s'ils étaient peints en blanc. Et on a eu l'intention de faire peindre par les ouvriers eux-mêmes, comme ils avaient construit les logements, de faire peindre des motifs de leur cru. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ces ouvriers venaient essentiellement de Burkina, et que je connaissais moins bien le Burkina, et il y avait peut-être moins de motifs là-bas. Finalement, on a envoyé un architecte du cabinet sur place pendant une semaine pour faire les dessins que devaient être faits par les ouvriers. Ouais. Et là, je dois rendre hommage à Bijan Jadayer, c'était un Iranien qui est allé pendant 8 jours se décontracter dans ces villages. Ouais. Et en tout, je pense que au moins 25 000 logements ont été construits dans le domaine de l'habitat social. Et pour vous, quelle était votre vision du logement dans le contexte ivoirien? On voyait bien qu'il y avait les villas, Abidjan commençait à croître assez vite à ce moment-là, et que ça se faisait au prix de bidonvilles. Et heureusement, il y a eu une société qui était la Caisse des dépôts française, la Caisse centrale de coopération, qui était d'aider au financement du logement social. Et on a été aidé en cela par le ministre Jean Millier, qui s'intéressait beaucoup à l'architecture et qui nous a beaucoup aidé dans cet effort, qui a beaucoup aidé les architectes en général en Côte d'Ivoire, pas seulement DLM bien sûr, et qui ensuite a fait une belle carrière en France quand il a été, après avoir été longtemps le ministre d'Houphouët-Boigny, il était ministre c'est lui qui a ouvert le port d'Abidjan sur la mer, qui a percé le canal de Vrille, qui a développé le port, qui a été directeur du port, directeur de la construction, directeur de... Bon, j'arrête avec les directeurs, il était ministre des Travaux publics pendant longtemps.
avant de rentrer en France pour prendre la présidence rien que de l'établissement de la Défense, puis de l'Institut français de l'architecture, du Centre Pompidou, Dieu sait quoi. Et selon vous, quel est le projet qui décrit le mieux l'esprit de votre agence? Peut-être la Cité des Arts, qui est La- arrivée longtemps après, dans les années 60, 67, 68. À Cocody. À Cocody, à côté de l'école des Beaux-Arts. C'est pour ça que ça s'appelle la Cité des Arts, d'ailleurs. C'est un projet qu'on a fait avec l'entreprise Federman, qui a beaucoup participé, même, je veux dire, à la conception, parce que je connaissais bien son directeur technique. Et d'ailleurs, le plan de masse de ces 400-500 logements, qui comprenaient des bâtiments collectifs R+3 et des rez-de-chaussée, l'ensemble du plan de masse, on était assez content pour le présenter à congrès de l'UIA, de l'Union internationale des architectes de Buenos Aires. Et est-ce que ce sont ces éléments qui ont pu faire la réussite de DLM? Qu'est-ce qui a pu faire la réussite de DLM? Beaucoup de choses. Quelque chose qui, parmi les plus modestes, c'est l'INADES, qui a obtenu le prix de l'équerre d'argent. J'y suis pour rien, parce que ça s'est fait totalement sans moi, à une époque où je faisais mon service militaire en France. Et c'est donc les collaborateurs et du Michel Ducharme, qui étaient à Abidjan à ce moment-là, qui ont fait le projet et qui l'ont réalisé. Et ça, je pense, pas mal compter sur la suite de DLM, et les gros programmes qu'on a pu obtenir, comme l'Aérogare, le CHU, le Centre culturel français. Ouais, justement, parlant de l'aérogare, je crois que vous avez aussi participé au chantier de la tour de contrôle de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ah, là, oui, ça, c'était un vieux chantier dont j'ai hérité en 57. C'était la tour de contrôle de l'aérogare qui était en voie d'achèvement. C'était de Badani et Roudorlu, les concepteurs. Et moi, je crois que j'ai fait qu'une visite de chantier, et après, ça a été la visite de réception des bâtiments, parce que c'était quasiment la fin. Ouais. Mais quand je parle de l'aérogare, je parle du grand bâtiment qui a suivi quelques années après. Et alors aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se questionnent de savoir est-ce qu'il existe une architecture dite ivoirienne? Mais pour vous qui avez quand même vécu à Abidjan, qui avez réalisé quelques projets, est-ce que on peut confirmer aujourd'hui qu'il existe une architecture dite ivoirienne? Ah ben sûrement. Déjà, quand je suis arrivé, il y avait quelques bâtiments magnifiques, comme le Palais de Justice. Je crois que pour moi, ça reste le plus beau bâtiment d'Abidjan. De Badani? De Badani et Roudorlu. Il y avait, je crois qu'il était déjà terminé, ou il se terminait, l'hôtel de ville de Chaumette. Et pour moi, ce qui reste quand même le plus caractéristique de l'architecture ivoirienne, comme vous dites, c'est plutôt les bâtiments de logements sociaux, parce qu'on en a fait beaucoup. Oui, 25 000. Que ce soit à Adjamé, il y a 220 logements. 1800 logements, non, il y a eu, je crois, dans ce quartier d'Adjamé, ou le quartier du kiosque. Là où il y a la tour Sainte-Marie. Il y a à Cocody, il y a eu beaucoup de logements, les tours Sainte-Marie, oui, mais là, c'était d'un standing déjà un peu supérieur. C'était pour les classes moyennes, comme on dit maintenant en France. Oui. Les HLM. Et puis le quartier du kiosque à Trècheville, à côté du marché de Trècheville, qui est un des beaux bâtiments aussi, qui a donné son style un petit peu, bien qu'il ait brûlé par la suite. Je sais pas ce qu'il en reste. Le marché de Trècheville. Moi, il a été carrément rasé il y a... Il a été rasé. Ouais. Et pourtant, il était entièrement en béton. Il y a un nouveau marché qui a été construit à la place. Et je crois qu'il y a aussi le marché de Boaké, en parlant de celui de Trècheville. Les marchés de Boaké, alors je m'en souviens parce que c'est un peu plus tard, chez un confrère de l'atelier Baudouin, Jean Méraud, qui étudiait le marché pour Michel Ducharme, et il m'a appelé pour
je venais de terminer mon service militaire et il m'a demandé de le rejoindre pour lui apporter ce que je connaissais, parce que lui n'a pas fait de séjour à Abidjan. Donc je me souviens qu'on travaillait dans sa une chambre de bonne au 5e étage, dans le 15e. Et j'ai fait les petites maquettes très adaptées au terrain de ce marché qui, pour moi, était une très belle réalisation, très bien adaptée au programme qui nous avait été donné par la Caisse centrale de coopération économique, c'est-à-dire il s'agissait d'abriter les chalands, des choses plus solides, plus pérennes que les simples abris qu'ils avaient à l'époque. Mais je sais que ça plaisait pas beaucoup au maire. Lui, il s'attendait peut-être à faire un beau bâtiment climatisé avec des escalators, des étages et des étages, comme on en voit en Extrême-Orient. Et ce marché a brûlé par la suite, et je me demande si l'incendie n'était pas intentionnel, renouvelé. Et je ne sais pas par quoi il a été remplacé, mais certainement pas par la même chose. Non, pas du tout. Et alors, quelle était votre démarche lorsque vous étiez dans un territoire différent de celui de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez procédé de la même manière lorsque vous commencez des projets? Ça En s'est allant d'un vraiment territoire à produit l'autre, du niveau social beaucoup ou... plus tard, quand j'avais acquis une très bonne connaissance des bâtiments industriels, surtout en matière de café-cacao. On a commencé par des gros bâtiments industriels en Côte d'Ivoire, je pense surtout au complexe de Tombouctou. Et que du coup, on a été appelé à développer ça avec la société qui s'occupait du process. Enfin, je connaissais un bon bout du process aussi. Et il nous a emmenés dans d'autres pays d'Afrique, en Guinée équatoriale, au Burundi surtout. On a fait 2 grandes usines, l'une à Gitega et l'autre à Bujumbura. Et là, l'approche était... On se trouvait dans un milieu totalement différent de celui de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire s'était incomparablement développée par rapport à tous les autres pays d'Afrique subsaharienne. En matière d'entreprise, de capacité de construire, de faire des très beaux bétons. En plus, comme disait Larras, le climat convenait très bien au béton armé brut, parce que le béton met son temps à prendre, et il aime bien faire ça dans l'humidité. Donc, les coffrages, quand ils étaient bien faits, donnaient des très bons bétons, comme on en a eu au centre culturel, à l'aérogare, comme savait en faire aussi Chaumette de son côté. Mais ça, on ne le retrouvait pas du tout quand on arrivait au Burundi. Au Burundi, on faisait une usine avec les matériaux classiques qu'on trouvait sur place. Au Burundi, je me souviens qu'il y avait une usine qui faisait de l'éternite, des couvertures d'éternite avec des grands bacs très costauds. Bon, on a utilisé ces grands bacs, bien sûr. Là, si on revient en Côte d'Ivoire, je pense que vous n'avez pas que construit à Abidjan, vous avez aussi construit à Yamoussoukro. Pas grand-chose à Yamoussoukro. À part la grande usine Tombouctou, qui est aux côtés de Yamoussoukro. Surtout qu'une fois, je suis rentré de vacances 2 fois en voiture en traversant le Sahara. La deuxième fois, c'était avec une Range Rover. Larras m'avait demandé ça pour faire ses visites de chantier, parce que des fois, en saison des pluies, on était bien content d'avoir une voiture. Et on arrive à Yamoussoukro, et je promettais à ma femme, depuis Alger, je promettais, tu verras, on va arriver à l'hôtel Président, ça va te changer de tous les bivouacs qu'on a fait à droite à gauche, sans aucun confort. On dormait, on n'avait même pas de tente, hein, on dormait à la belle étoile. Ouais. Et au bout de 3 semaines de vacances, bon, je lui promettais l'hôtel Président. On arrive à Yamoussoukro, manque de peau, il y avait l'inauguration de l'usine de Tombouctou, je m'en doutais absolument pas. Il y avait bien sûr le directeur du process dont je parlais tout à l'heure, qui était là, mais qui m'a dit, bon, bien, tu viens avec nous, on va visiter avec le président Houphouët. J'ai dit, ben non, mais moi, j'étais en short, j'étais poussiéreux, comme on peut l'être après 3 semaines de vacances dans le désert. J'ai dit, non, pas question.
Et avec notre Range Rover, on est allé s'installer à côté de la Range Rover rouge du président Houphouët. Et Ouais, on a bavardé pendant toute la durée de la visite. On a bavardé avec le chauffeur qui nous a expliqué que quand même ça bouffe trop. Hein. Je dis pas au président, mais je mélange avec le super, je mélange aussi un peu d'ordinaire hein, des fois parce que ça coûte trop cher. oui, c'est vrai. Et en parlant du président, je crois que vous avez aussi réalisé sa résidence à Cocody. La résidence de Cocody a été réalisée. La résidence, personne ne sait que c'était la présidence d'Houphouët tellement elle est devenue, elle s'est intégrée à son environnement, elle est banale pratiquement à côté du lit, à côté des autres. Sauf que par la suite, quelques années après, il y a une tour de 5 étages qui s'est construite, je crois, pour les invités, pour les visiteurs. C'est à ça qu'on la reconnaît. Elle est un peu au-dessus de l'hôtel d'Arlésies. Mm. Mais moi, j'y ai pas du tout travaillé, ni à la villa initiale, ni à la tour. Donc, j'ai pas grand-chose à en dire. Mm. Je sais qu'elle a été rénovée récemment et que DLM est intervenu également dans sa rénovation, mais c'est tout ce que je sais. Alors, est-ce que vous connaissez le premier architecte ivoirien de Côte d'Ivoire? Ben, bien sûr, c'était Michel Kouassigoli, Goli? Michel Kouassigoli. Mm. Quand il a été diplômé, bien sûr, il s'est retrouvé ministre de la construction et de l'urbanisme. Et le second, d'ailleurs, c'était Akaadjo, qui s'est retrouvé directeur de l'urbanisme. Mais par la suite, de nombreux confrères sont arrivés et eux se sont installés comme concurrents pratiquement. Et bien sûr, à partir de cette époque-là, on a surtout gardé une clientèle avec l'industrie que l'on maîtrisait assez bien. C'est à cette époque-là qu'on a fait les décortiqueries, les stockages de riz, de café, de cacao, ou d'autres, de divers et variés. Une usine de piles sèches pour l'Union de Carabaï, par exemple. Mais donc les programmes venant de l'administration passaient plutôt dans les mains de nos jeunes confrères ivoiriens. Mm, mm. En parlant de DLM, c'est fou de savoir ça, mais c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique, que DLM est né, et pas en France. La première agence de DLM est née en Côte d'Ivoire. Ah ben, oui, bien sûr. Mm. En fait, la première agence, on n'en parle pas, même pas, nulle part, je n'ai parlé de différents locaux qu'on a occupés au fur et à mesure que l'agence se développait. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai été logé dans l'agence, en mezzanine, d'un petit pavillon qu'on s'appelait le Bungalow, Mhm. qui était sur la baie du Banco, qui avait été construit par Roudordu, je crois, qui était très bien ventilé, heureusement. Mm. Mais au CHU de Cocody, par exemple, qui est un des bâtiments qui s'est fait dans les fins des années 60, les chambres, la quasi-totalité des chambres n'étaient pas climatisées. Toute la façade sud qui est face à la ventilation, les chambres n'étaient pas climatisées. Mm. N'étaient climatisées que des pièces derrière qui étaient soit des pièces tout à fait techniques, soit des chambres privées réservées à la clientèle des professeurs qui menaient le CHU. Mm. En parlant du CHU, vous avez également travaillé avec du charme sur le CHU de Cocody. Ah ben bien sûr, Mm. j'étais à ce moment-là, c'est moi qui ai commencé à Paris, c'était pratiquement le motif de la création de l'agence parisienne de DLM, qui était à l'époque uniquement du charme Minost. Et je me souviens qu'on a commencé les études du CHU avec des anciens de l'atelier Baudouin, avec Adrien Facilbert, pratiquement dans mon appartement à Paris. Heureusement, j'habitais un atelier, c'était plus facile à aménager des mezzanines. Mais on était vraiment serrés les uns contre les autres. Mm. C'était le tout début de l'agence parisienne. Et puis après, on est reparti, après avoir gagné un concours à la ZAC du Nord de Montrouge, on est parti à Montrouge, s'installer pratiquement en face de notre ZAC, Ah ouais. là où l'agence a perduré pendant des années et des années. Et étant en France, vous avez toujours continué à travailler sur les projets à Abidjan, c'est ça? La création de l'agence de Paris, c'était quand même de prendre pied en France, parce que sinon,
Au début, effectivement, l'agence de Paris ne travaillait que pour la Côte d'Ivoire. Et petit à petit, elle a acquis une clientèle en France, jusqu'à ce que, bien sûr, par la force des choses, la diminution de notre activité en Côte d'Ivoire, qui se limitait, comme je vous l'ai dit, surtout à des programmes toujours de logements sociaux avec les SICOGI, mais les programmes industriels. C'était pratiquement à ce moment-là qu'on a laissé l'agence d'Abidjan, après l'avoir laissé à Christian Larras, puis à Georges Cortassa. Georges Cortassa. C'est Georges Cortassa qui l'a cessé à Yolande Doucouré, qui était une jeune architecte, une prometteuse que l'on avait connue à Paris, qui avait commencé à Paris et qui a repris le cabinet d'Abidjan. Ah ouais. Mais ça a été le départ Donc, on a conservé quelques activités en Côte d'Ivoire à cause des bâtiments qu'on avait conçus précédemment, comme l'aérogare qui a fait long feu avec ses extensions. Les réhabilitations. Ça a duré des années et des années. Ça dure toujours peut-être encore. Mais aujourd'hui, quel est le véritable secret de DLM? Il n'y a pas de secret. On a toujours cherché à renouveler, rajeunir, à chercher des nouveaux talents. D'abord au sein de l'atelier de Baudouin, parce que c'était le plus facile, on les connaissait, les talents, on les côtoyait dans nos concours, on était en concurrence souvent dans l'atelier. Mais après, on allait les chercher parfois à l'étranger. On a travaillé avec 2 Israéliens pour le CHU de Cocody, avec l'Iranien Bijan Djalayer, qui a fait le Centre culturel français d'Abidjan. On a fait... Non, c'était la recherche de nouveaux talents pour se renouveler nous-mêmes aussi. Hein. Et est-ce que vous avez collaboré beaucoup avec des architectes ivoiriens? Il y avait relativement peu au départ d'architectes, d'étudiants ivoiriens dans les écoles d'architecture françaises. Maintenant, il y en a pas mal, la preuve. C'est vrai. Mais il y en a un dont Ducharme était persuadé qu'il deviendrait l'associé, mais il s'est retrouvé pris dans un engrenage je ne sais pas si c'était la région dont il était issu, ou sa famille, ou quoi. Donc, on l'a assez vite perdu de vue, on en a été désolé. Il y en a d'autres, des jeunes promus par Larras, qui leur avaient même attribué des villas dans la Cité des Arts. Justement, par rapport à la Cité des Arts, Oui. est-ce que vous pouvez raconter l'histoire derrière cette cité? Vous avez une image là dans... Ben, je l'ai sous les yeux, là. Je ne vais pas vous décrire quelque chose que tout le monde connaît à Abidjan. Je Parce que je crois que c'est un programme qui est carrément différent des logements qu'on peut trouver par exemple à Adjamé. Ah, tout à fait. C'était conçu à Cocody, à une époque où Cocody était considéré déjà comme le quartier résidentiel un petit peu chic, un peu huppé d'Abidjan. Alors que c'était pas le cas d'Adjamé ni de Treichville. Et c'était donc des logements pour des cadres. C'était beaucoup était en accession à la propriété. Je crois que la totalité, d'ailleurs, était en accession à la propriété à la Cité des Arts. Et je crois, en cette période, il y avait énormément d'architectes étrangers, notamment Chaumet, Badani, Roudorlu, qui ont quand même fait assez de projets. Est-ce que ce sont des architectes qui vous ont influencé dans vos travaux ou qui ont été quand même une référence dans... Badani, Roudorlu, certainement, c'était même l'origine du cabinet Ducharme. C'était Badani et Roudorlu qui, quand ils ont développé leur cabinet en France, se sont un peu dégagés de l'Afrique. Ils travaillaient surtout à Dakar. Mais enfin, à Abidjan, ils ont quand même fait beaucoup de choses. Ils ont fait le palais de justice, ils ont fait la direction des travaux publics, ils ont fait... Le lycée classique d'Abidjan. Le lycée classique de garçons d'Abidjan. Ils ont fait l'abeille. Oui, l'immeuble le bâtiment de l'abeille, que vous connaissez bien. Mais quand je suis arrivé à Abidjan, ils n'y étaient plus.
Si, j'ai vu Badani donc discuter, négocier avec les entreprises la construction des 220 logements, mais c'était la dernière fois qu'il est allé à Abidjan, je crois. Mm. En revanche, les autres, ils étaient bien là. Il y avait Henri Henri Chomette. Chaumette, il y avait Robert Bois, ils s'étaient déjà séparés de Sémichon. Donc il y avait Robert Bois d'un côté, qui était seul, et qu'on alimentait des fois en collaborateur qui vient du cabinet Baudouin, du cabinet ou de l'atelier Baudouin, comme Michel Mottez ou Adrien, non pas Facilbert, Jean-Louis Taupin. Mais il y avait donc Sémichon et Renard, et on ne savait pas ce qui se faisait chez les autres. On ignorait totalement les travaux qui étaient en train de se concocter à Abidjan ou à Paris, dans les cabinets concurrents, parce qu'on était vraiment concurrents. Il y avait relativement peu de concours à l'époque, tenait par relation, souvent sans doute, de se voir confier des gros chantiers. Nous, notre principal client, c'était donc la Sicogi, d'autant plus que géographiquement, on était très liés. On a construit le bâtiment dans lequel il y avait notre cabinet, et juste en face, le petit bâtiment de la Sicogi, direction de la Sicogi, et donc on était pratiquement en relation visuelle tout le temps. C'est vrai. Et aujourd'hui, le plateau est quand même connu par ses bâtiments historiques qui existent depuis tant d'années. Est-ce que vous avez déjà laissé votre empreinte dans le quartier du plateau? Je pense, oui, avec le Centre culturel français. Mm. C'est pas le plus gros des bâtiments, non? Il fait que R+1, mais il marque par sa présence beaucoup. Bon, il y a la cité Esculape, qui étaient des logements qui étaient destinés au personnel de l'hôpital central qui était voisin, mais qui n'a pas marqué autant que des bâtiments comme le bâtiment de la Caisse Café Cacao qu'a fait Robert Bois, ou les bâtiments de la présidence qu'a fait Dufaux par la suite. Pierre Dufaux. C'était pas du tout étudié sur place, totalement étudié en France. Les bâtiments de Chaumette, bien sûr, le bâtiment remarquable de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, et puis la Société Générale. Dans ces bâtiments-là, oui, ils ont été construits dans ces années qui ont précédé mon arrivée en Côte d'Ivoire. Et parlant de l'hôpital qui existait juste en face de la cité Esculape, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle a été démolie? Eh ben non, j'ai appris récemment. J'ai appris récemment en découvrant qu'il y avait une banque qui avait pris sa place. Et ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, parce que il avait son utilité sur place à Abidjan. Il y avait Bon, bien sûr, avec le CHU de Cocody, tous les grands patrons étaient à Cocody, il n'y en avait pas à l'hôpital central. Alors, pour ces jeunes architectes qui cherchent aussi à contribuer à l'évolution de l'architecture de leur pays, quels conseils vous pouvez leur donner? Eh bien, écoutez, je leur conseille de bien comprendre le programme que souhaitent voir jouer leurs clients. C'est le client qui détermine le programme, normalement. Quand il n'est pas capable de l'écrire, il le fait écrire par un professionnel. Ça a été le cas du CHU. On a eu comme programmiste le docteur Ferrand, remarquable, qui nous a aidés aussi pour les programmes des hôpitaux ruraux. Et le rôle de l'architecte, c'est de respecter le programme, le concept, être adapté à ce que souhaite voir en finale le client, mais également le respect du délai, le respect des prix. Et je crois que la confiance de nos clients venait de ce qu'ils savaient qu'on respectait les prix qu'ils nous avaient, à la fois le programme et les prix qu'ils nous avaient intimés au départ. Pour moi, la principale caractéristique du cabinet, c'était de faire des choses raisonnables, mais respectant ce que souhaitait le client. Quand il souhaitait quelque chose de déraisonnable, on essayait de le ramener dans la réalité des choses, ce que ne font pas tous les architectes. Je crois, c'est vrai. Et je crois en 1967, vous avez quand même reçu l'équerre d'argent, c'est un prix en architecture.
qui a Oui, été décerné ici en France pour un projet que vous avez réalisé en Côte d'Ivoire. oui, c'était un prix qui était attribué chaque année par la revue Architecture française et qui ne s'interdisait pas d'aller chercher ces prix en dehors de France quand il y avait quand même ce bâtiment qui est relativement modeste de l'ENADES. J'y suis pour rien du tout parce que ça s'est fait entièrement pendant que je faisais mon service militaire. Et Ducharme a décidé, c'était le début de notre association, de me faire venir à Paris pour qu'on reçoive tous les deux ensemble ce prix. Mm. J'en suis très reconnaissant. Mais ça a beaucoup compté par la suite dans la notoriété de DLM. Justement. Alors, on à la fin de cette interview. Et est-ce que vous avez un mot de fin? Mot de fin. Ouais. Ben d'abord, je vous remercie quand même d'être venu jusque depuis Lille. Eh ben, écoutez, je vous souhaite bon courage. Je ne sais pas de quelle façon. Vous n'êtes pas le premier jeune architecte qui me sollicite à peu près dans les mêmes conditions. J'ai reçu Modeste Palais, aussi bien ici sur cette terrasse que chez moi dans le Lot où je suis pendant l'été. Et je suis très content de voir que les jeunes architectes ivoiriens s'intéressent beaucoup à DLM en ce moment. Oui. J'avais compris que c'était un petit peu le sentiment de Kofi Diabaté quand il m'avait demandé de venir en Côte d'Ivoire pour Archibat 2011. Ce qui ne peut pas se faire pour des raisons de problèmes ridicules de santé de ma part. Et pour lesquels j'avais préparé une conférence justement sur la façon dont on concevait l'habitat économique en Côte d'Ivoire, qui a, paraît-il, perdu beaucoup de sa vigueur. Alors, je vous souhaite beaucoup de chance dans parce que je pense que vous allez bientôt retourner en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Merci. Évidemment, oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Merci.